La formation, moi, bon, je me suis intéressé à la lutherie quand j'avais à peu près 20 ans après le bac, en fait. Et j'ai cherché à faire une formation à ce moment-là, mais j'étais déjà trop vieux pour faire mes cours, qui prennent les élèves après la classe de troisième. Et donc, ben, j'ai cherché une formation en guitare, mais bon, à l'époque, moi, c'était, je parle de ça il y a 40 ans, 45 ans en arrière, hein. Donc il n'y avait pas toutes ces écoles qu'il y a maintenant. Et c'était beaucoup plus compliqué. Du coup, je me suis dit, je vais me former dans le travail du bois. Donc après le bac, après avoir traîné un an en fac, où ça ne me convenait pas, j'ai fait un apprentissage chez un ébéniste pour apprendre à travailler le bois. Donc j'ai fait ça, j'ai passé mon CAP, un brevet de maîtrise après, et puis voilà, et ça m'a permis après de manière non. Entre-temps, j'ai rencontré un luthier violon qui était sur Avignon, qui s'appelait François Curti, qui était suisse. Et donc j'ai fait un violon chez lui pendant un an et demi. J'allais un jour par semaine. Je, je- je- je me libérais de mon boulot à cette époque-là, parce que j'étais encore pas installé, donc j'avais un boulot. Et puis un jour par semaine, j'allais chez lui, j'ai fait un violon. Je me suis formé voilà, comme ça. Et par la suite, ben, je me suis installé en 85. Voilà. Et donc la guitare, ça a été vraiment avec des bouquins. Le violon m'a beaucoup servi, bien sûr, mais c'est pas le violon que je voulais faire, moi, c'était la guitare. Et donc voilà, de manière autodidacte, avec des bouquins et avec ce que j'avais appris chez François, j'ai commencé à faire des guitares. Voilà. Et puis, donc au début, ça a été une activité annexe, on va dire, parce que j'avais déjà des enfants, il fallait faire tourner la marmite, comme on dit. Et donc voilà, et j'ai commencé avec deux activités, avec la lutherie et de l'ébénisterie que je continue à pratiquer. Voilà. Oui, donc vous aviez vos machines. Pas ici, hein, Oui, je oui, me mais suis vous installé à aviez déjà de Perny-Fontaine. l'équipement. Voilà. D'accord. Donc j'avais des machines à bois que j'avais achetées d'occasion. Voilà, et puis voilà. Et donc c'est vrai que le but c'était d'arriver à vivre de la lutherie, donc ça a pris quand même pas mal d'années. Et, bon, mais bon, avec un peu de persévérance, on y arrive. Bah, j'ai commencé, c'était quoi le premier instrument que j'ai fait? Ouais, peut-être, ouais, je m'en rappelle plus. Peut-être une mandoline, quelque chose comme ça. Ah oui. Ouais, ouais. Et vous n'avez plus. Non. Non. Non, après j'ai fait des guitares classiques. Ouais, j'ai essayé de faire des guitares un peu. Moi, tout m'intéressait. Moi, je joue plutôt de la folk, hein. Je joue pas trop de la corde nylon. C'est plutôt la corde acier. Mais après, voilà, la lutherie de la folk m'intéresse. La lutherie de la classique, c'est un peu différent, mais ça m'intéresse aussi. Donc, c'est un peu des univers différents au niveau de la clientèle. Mais bon, c'est- je suis assez curieux. J'aime bien. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Voilà. J'avais pas envie de me limiter à qu'un style d'instrument, si vous voulez. Il y en a qui le font, hein, c'est respectable, hein. Pour moi, c'était pas mon état d'esprit. Voilà. Il y a les bois traditionnels pour la guitare, hein. De toute façon, l'état d'harmonie, c'est la plupart du temps, c'est des résineux. Donc ça peut être de l'épicéa européen, ça peut être. Il y a beaucoup de résineux qui peuvent être utilisés. Je vais peut-être pas vous faire la liste, mais il y a du red cedar, hein, ça, par exemple, ça, c'est du red cedar. Voilà. L'épicéa, est-ce que j'ai de l'épicéa? Ouais. Ouais, l'épicéa, c'est ça. Ouais. Un bois qui est plutôt clair, quoi. Et voilà. Après, pour les caisses, la plupart du temps, c'est des bois plus durs. Donc pour la guitare, le standard, c'est quand même le palissandre. Donc palissandre indien ou palissandre. Il y a des palissandres, il y en a beaucoup aussi. Donc, bon, il y avait le Rio qui est devenu maintenant inabordable et qui a été interdit. Donc ça, c'était vraiment pour les guitares très très haut de gamme. Et ça l'est encore, hein, parce que bon, ça se négocie encore à des prix assez conséquents. Je vais me fournir chez un marchand en Espagne, à Valencia.
C'est une grosse entreprise hein, qui importe du bois et qui le coupe, qui le scie, qui le classe. Donc c'est vrai que pour moi, quand je vais là-bas, c'est la caverne d'Ali Baba. Hein. C'est quelque chose d'incroyable. Et, et voilà, donc pour les manches, on utilise la plupart du temps des bois rouges. Hein, pour les guitares classiques, c'est du cèdre, du cédro. C'est des sortes d'acajou. On peut utiliser des bois plus durs, comme du noyer, de l'érable, plutôt pour les folk. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre sur une guitare? Ben oui, des touches. Des touches, j'en ai pas là, mais... Ouais. Ce qui est sur la guitare, là, je fais des touches en ébène, quoi. Voilà. C'est un bois dur qui est assez résistant au frottement des cordes. Et voilà. C'est le bois de prédilection. Après, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, comme il y a beaucoup de bois qui deviennent interdits, protégés, et donc les marchands de bois proposent des alternatives, d'autres bois qu'on n'utilisait pas, qui deviennent utilisés maintenant. Bon, c'est intéressant, hein, les catalogues s'élargissent. Mais après, bon, voilà, il faut aimer le bois, il faut aimer... moi, c'est vrai que quand je prends un bout de bois, je regarde son veinage, ça me fait... je sais pas, c'est toujours émerveillé de voir le veinage d'un bois, quoi. Ça dépend là, sur une folle comme ça, c'est... Oui, c'est de la marqueterie, hein. C'est des pièces de bois qui sont incrustées dans la table. C'est-à-dire on crée un logement dans la table et on vient y coller des filets, des pièces de bois. Là, c'est de l'olivier que j'ai mis. Et là, il y a un filet en nacre, en abalone. Ça peut être ça peut être sur les guitares classiques des choses plus traditionnelles avec des mosaïques. Ou des choses un peu moins traditionnelles. Je fais des rosaces gravées, là. Enfin, je fais toutes sortes. Après, c'est vrai que l'esthétique, on l'a fait varier au fil du temps, puis au fil de ce qu'on découvre. Hein, voilà. Ah ben ça dépend des instruments. Ça dépend des instruments. Après, on essaye plein de choses en fait au niveau des barrages. Mais, de toute façon, depuis le temps que je fabrique des instruments, je suis passé par plein de barrages différents. On essaie de... on est toujours un peu en recherche. Hein. C'est l'intérêt du métier, c'est que... bon, faire deux guitares identiques, je vous le dis, c'est pas possible. Donc, même avec le même barrage, je vais faire la même chose exactement, mais ça va pas sonner de la même manière. Alors, ça vient de la pièce. Oui, puis c'est les pièces de bois hein, qui influent hein, sur le son, bien sûr, aussi. Hein. Donc on n'est pas à mettre à 100%. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Après, l'instrument, il est jamais mauvais, hein, mais il y a des guitares quand même qui sortent du lot. Bon, voilà. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Toutes les commandes sont particulières quelque part, mais après, je fabrique beaucoup d'instruments d'avance que j'expose et que je vends. Je préfère. C'est vrai que les gens peuvent essayer, choisir. Je préfère quand ça se passe comme ça. Bon, après, bien sûr, je fais des guitares à la demande. Quelqu'un qui vient essayer, la guitare lui plaît, mais il a envie d'un bois différent. Il veut une table en cèdre et pas en épicéa. Voilà. Et donc, voilà, là, je vais lui faire sa guitare, avec des mécaniques particulières. Voilà. Au niveau des cols utilisés en lutherie, c'est soit des cols chaudes, des cols d'os animal, ça c'est la colle traditionnelle, soit des cols plus modernes, style petite bonde, qui est vraiment très très largement utilisé dans la lutherie. Et bon, on utilise aussi pour certaines petites choses des cols cyanolites pour des petites réparations, des choses comme ça. Bon, c'est vrai que les cols sont assez importantes au niveau de la lutherie, quoi. C'est quand même la base. Hein. C'est en fait un assemblage de pièces collées, quoi, hein, une guitare. Hein, donc, voilà. Et les collages,
doivent se passer dans une hygrométrie contrôlée. Parce que c'est vrai que quand on colle un barrage sur une table, par exemple, une table d'harmonie, c'est une pièce de bois qui est assez fine et qui absorbe l'humidité de l'air, l'humidité contenue dans l'air en fait. Et si vous laissez une table sur l'établi, en fonction des variations hygrométriques de la journée, hein, si vous laissez la porte ouverte par exemple, ben la table elle va bouger, elle va comme si elle était vivante, hein, elle va absorber l'humidité, se courber, hop, se relâcher. Donc ben, quand l'instrument est monté, c'est la même chose. Elle va absorber l'humidité ambiante hein, dans la pièce, de la pièce où elle est. Et donc l'intérêt de contrôler l'hygrométrie, c'est que quand on colle ces barrages, ben, on bloque la table à un certain volume, si vous voulez. Donc on le fait en général à 45% d'hygrométrie. Voilà, donc j'ai cette machine pour déshumidifier, je me mets à 45 et je fais mes collages là. Ce qui permet à la guitare, si l'hygrométrie descend en dessous de 45, ça va tirer sur la table. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec un instrument, c'est que toujours de le garder dans une hygrométrie acceptable pour lui. Si ça descend à 25 pendant longtemps, ça va tirer sur la table et ça risque de fendre. Même si la pièce de bois a 100 ans. Hein, ça n'a rien à voir avec sec ou pas sec. Ouais. Donc voilà, le bois c'est vivant, donc tous les collages doivent être réalisés à un taux d'hygrométrie médian, on va dire. 45 c'est médian. Ça permet de descendre un peu plus bas, de monter plus haut, sans qu'il y ait trop de problèmes pour la guitare. Voilà. Il y en a plein. Parce que bon, de toute façon, quand on commence à faire ce métier-là, on ne part pas de rien. On apprend déjà de quelqu'un, et puis après on se documente, on regarde ce qui a été fait, on s'inspire. De toute façon, en folk, j'ai pas inventé le barrage en X. Hein. Je m'en sers, je le fais à ma manière. Après, un barrage en X sur une guitare, on peut le fermer, l'ouvrir, rajouter des barlins. Oui, c'est très libre en fait. Mais bon, si je choisis de faire un barrage en X, je ne l'ai pas inventé, je me sers de ce qui a été fait. Et pour ça, la même chose pour une guitare classique. Hein. Je peux faire une guitare classique très traditionnelle, style Torres, avec un barrage en éventail. Je peux faire un lattice, je peux faire plein de choses. Tout marche et tout va donner un son différent. Voilà. Je ne dirais pas qu'il y a un barrage qui est mieux que l'autre. Après, on choisit ce qui esthétiquement nous plaît le plus. Voilà. Au niveau du rendu sonore, le barrage qui. Après, bon, on peut évoluer et puis faire ça pendant un temps, puis hop, changer. Oui, on varie les plaisirs. C'est vrai qu'on me le demande souvent. Souvent. J'en suis désolé, mais je suis un peu. J'aime bien être seul, hein, j'aime bien être tranquille. Bon, par contre, j'envisage de faire des petites formations. Moi, je ne l'ai pas fait encore, mais il faudrait que je le fasse. En fait, j'envisage de le faire vraiment, de prendre. Proposer à 2-3 personnes de venir faire leur guitare. Pour ça, il faudrait que je réaménage un peu l'atelier de manière à pouvoir avoir un établi de plus ou deux. Ça demande un peu d'organisation pour le faire. Jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Mais j'aimerais bien le faire. Moi, je suis pas très loin de la retraite. Donc peut-être que je ferai ça après. Comme je disais au début, hein, se former à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus facile qu'à 40 ans. Hein. Bah déjà, ne serait-ce qu'Internet. Internet, quelqu'un qui est pas trop. Qui est un peu dégourdi, je veux dire, avec toutes les vidéos qui sont proposées, on peut apprendre à faire plein de choses. C'est une mine. Hein. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas ça. Donc, et puis il y a des écoles. Il y a au Mans, il y a une école, l'ITEM, je ne sais pas si vous connaissez. On a parlé hier, voilà.
Bon, puis il y a d'autres formations, il y a des écoles à l'étranger, puis il y a des luthiers aussi qui font des formations, hein, chez eux à l'atelier, hein, qui met toute l'année, quoi, qui prennent, il y en a un dans le Nord, là, Richard Baudry, qui fait des formations de manière, voilà, ça fait partie de son activité, quoi. Oui, Ouais. oui. Ben, que c'est pas un métier en voie de disparition, au contraire. Vous Avec, êtes nombreux, vous cuisez. ouais. Je sais pas si vous avez vu un peu, mais il y a, bah, du fait des écoles et des formations à droite à gauche, ah oui, il y a, à Bédario, il y a un lycée aussi, un lycée professionnel qui propose une formation en lutherie. Et donc c'est un métier qui est vraiment en plein développement. Il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent. Après, je ne sais pas si tout le monde trouvera sa place, parce que c'est vrai que ça reste un métier de niche, hein. Voilà, c'est quand même du haut de gamme. Voilà. Ça demande, oui, pas mal de matériel. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui démarrent avec que des outils à main, hein, ils n'ont pas de machine. Voilà. Et voilà, c'est plus un métier en disparition, on va dire. C'est le contraire. Quand j'ai commencé, on devait être peut-être 250 en France, quelque chose comme ça. Et je crois qu'on est plus de 1000 maintenant, ouais, installés, hein. Ouais. Et ça se féminise un peu, peut-être? Oui, Un petit peu de femmes bah, qui ouais, se- ouais, ouais, qui ouais. Bah, s'installent. vous avez dû le voir, hein, je ne sais pas si vous allez chez Gaël On Roffler. va y aller, Ouais. oui, on a prévu. Ouais. Oui, bah, à Bédarieux, le prof qui enseignait dans le lycée, bon, elle a arrêté là cette année, mais c'était Martine Montassier, une femme. Aussi, il y a quand même des femmes qui pratiquent ce métier-là. Ouais.